Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 165 si je ne m'abuse, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Table de matière dans la description si vous voulez sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Et du coup on va commencer tout de suite, je vais pas vous teaser plus longtemps, vous devez le voir dans le titre de la vidéo ainsi que dans la miniature. Nous avons cette petite boîte, là je l'ai mis à l'envers, génial. Donc oui, nous avons une 3080 unboxée, la review est en cours au moment où vous regardez cette vidéo. Donc vous aurez les tests de performance plus tard dans une vidéo à part pour la review. Donc ici, je fais juste vite fait un petit unboxing pour vous montrer ce que vous avez dans la boîte, s'il y en a qui décident de l'acheter, ainsi que montrer un petit peu le nouveau design justement des Founder Edition. D'ailleurs, merci Nvidia qui fournit l'exemplaire de test, je tiens à le préciser pour la review, et merci UPS d'avoir perdu le colis et d'avoir pris énormément de temps à le livrer, et de l'avoir même aussi sacrément secoué. Si vous voyez quelques petites... le coin un petit peu écrasé, c'est à cause du PS. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec le colis, je pense qu'ils ont joué au foot avec, certainement. Heureusement, il était très bien emballé, il y avait, selon moi, 3 fois trop de protection, mais finalement, ils ont bien fait de bien l'emballer chez Nvidia, parce que, ouais, du coup, la boîte est encore sous scellée, il y a une scellée à droite et une à gauche, je vais les enlever tout de suite, comme ça vous pouvez vraiment voir ce que vous avez. Donc, les deux scellées sont ouvertes, et normalement, j'ai déjà vu un petit peu, je vais l'ouvrir sur le bureau ici, voir comment elle s'ouvre, parce que j'ai pas envie de faire de conneries. Oui, bon, en fait, ça s'ouvre à peu près comme j'imaginais. Donc, vous avez le dessus de la boîte qui s'ouvre. Voilà, j'ai le dessus de la boîte. On voit l'intérieur un petit peu. On voit un petit peu la forme d'un carte graphique dedans. C'est marrant. Donc, la voici, la RTX 3080 avec le micro un petit peu dans le passage. C'est pas grave. Avec son ventilateur du dessus. Donc là, bizarrement, elle est présentée dans un sens totalement différent que d'habitude. Notamment sur la RTX 2000 et tout ça. Quand vous aviez une Founder Edition, quand vous déballiez la boîte, vous la voyez de face, ou plutôt vous voyez la face qui est orientée vers le bas dans un ordinateur. Ici, on vous présente avec la face qui est vers le haut. Donc, on voit le slot PCI Express est au-dessus. Donc, c'est un peu plus particulier que d'habitude. Mais du coup, la voici, on va la sortir. Donc, la voici, la fameuse RTX 3080. Donc là, c'est plus la face que vous êtes habitué en temps normal. On voit un petit peu à travers d'ailleurs le radiateur ici. On voit le PC juste derrière. Donc c'est la face qui est normalement orientée vers le bas dans le boîtier. Donc ce ventilateur-là aspire de l'air, le rejette à travers tout le radiateur. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a, je vais vous montrer que voilà, la lumière, il y a une sacrée ouverture à l'arrière. Il y a très peu de soutien, ou plutôt il y a très peu de barres qui passent devant la sortie d'air, ce qui est première fois franchement que je vois autant d'ouverture. C'est une bonne chose parce que plus vous avez d'ouverture, plus l'air peut passer facilement. Donc ça, c'est plutôt cool à voir. On a les 3 ports DisplayPort ainsi que le port HDMI 2.1, ce fameux port HDMI. Et puis, pour le reste de la carte, juste l'autre ventilateur qui lui est de l'autre côté, qui lui aspire de l'air à travers et le rejette. Et c'est à peu près tout. Et évidemment, RTX 3080 écrit juste au-dessus. On a aussi cette finition. Alors, l'entièreté de la carte est en métal. Hein. Franchement, c'est du pur métal pour ceux qui se demandent. Et la couleur est un petit peu bronze. C'est un peu gris-bronze, je dirais. Donc ça fait quand même gris, et ça ne devrait pas clasher avec certains de vos... si vous avez d'autres pièces de PC que vous essayez d'équilibrer au niveau des couleurs. Mais c'est quand même un petit peu bronzé. Et on a aussi le fameux connecteur 12 pins qui est juste ici. Un placement un petit peu particulier. Il faudra voir si ça passe dans la plupart des boîtiers. Après, il y a beaucoup de boîtiers où vous pouvez avoir le câble qui descend directement, mais ouais, faudra voir ce que ça donne un petit peu. Évidemment aussi, il y a quelques accessoires, il y a notamment un manuel, il est juste ici, comme vous pouvez voir. Et nous avons aussi le fameux adaptateur 12 pins. Donc c'est fourni avec toutes les Founder Edition en tout cas. Vous avez un double 8 pins et qui donne vers le 12 pins. Donc vous voyez que ce 12 pins au final est beaucoup plus petit qu'il n'y paraît. Donc ouais, beaucoup plus petit qu'il n'y paraît quand on le voit la première fois justement lors de la présentation, mais ouais. Et du coup, vous branchez 2 8 pins normales dedans, et puis ça se connecte dans la carte. Je trouve que c'est un peu court, par contre. Vous voyez que le câble est assez court, donc ça aurait été bien qu'ils le mettent un petit peu plus long pour qu'on puisse cacher les 2 8 pins, parce que là, peu importe le boîtier que vous avez, vous verrez les 2 8 pins traîner juste en dessous. C'est pas forcément hyper problématique, même d'un point de vue airflow et tout ça. Mais ça aurait été bien que ce soit juste un petit peu plus long. Après, je suppose que beaucoup de constructeurs d'alimentation vont fournir des adaptateurs ou même des câbles spéciaux, notamment les alimentations modulaires. Vous pourrez certainement avoir un câble qui se branche dans 2 8 pins sur votre alimentation et qui va vers un 12 pins directement. On verra bien ce que ça donnera. Je sais bien que si Sonic en a déjà fait un de câble comme ça, il y a aussi VJ qui en a déjà fait un comme ça. Alors voilà, c'est tout pour ce petit unboxing vite fait de la 3080. Donc, comme je dis, vous aurez
des tests de performance dans le futur. Maintenant, passons aux news de la semaine. On a la première news, c'est au niveau de Apple. Ils ont leur événement de septembre. Alors, normalement, ça ne devrait pas être un événement qui concerne les iPhones, pour ceux qui se demandent. Donc, ils ont juste le logo un petit peu Apple avec plein de trucs arrondis un petit peu dans tous les sens. Ils indiquent le 15 septembre. Donc, c'est normalement demain par rapport à la sortie de cette vidéo. Donc, vous verrez en gros le résumé des actualités dans le prochain Texama Show. En général, moi, je ne couvre pas en direct les événements Apple parce que, voilà, c'est pas trop mon truc. Mais c'est quand même intéressant de voir ce qu'ils font. Et des fois, souvent, ça permet... Apple a bien souvent aussi affecté pas mal le marché, surtout des smartphones et tout ça. Même si vous n'êtes pas un fan d'Apple, vous devez reconnaître que des fois, ils mettent en place des modes que les gens suivent. Et puis des fois aussi, ils suivent les modes que les gens ont déjà lancés voilà des années. Mais bon, ce sera intéressant de voir ce qu'ils présenteront. Mais normalement, ça ne devrait pas être l'iPhone parce que ils sont un petit peu en retard là-dessus. Donc l'événement sur l'iPhone, peut-être qu'ils vont le teaser, le montrer et puis dire que l'événement de présentation sera genre en octobre ou autre chose. Mais tenez compte que normalement, on ne devrait pas avoir la full présentation de l'iPhone 12 ici. Ensuite, on a une news avec Nvidia et ARM. Vous avez dit, Nvidia avait pour projet de racheter ARM et c'est confirmé. Ils vont le racheter normalement pour 40 milliards de dollars. Je vous rappelle que ARM d'ailleurs est l'entreprise qui design beaucoup des CPU que vous avez dans votre poche. Donc tout ce qui est mobile, c'est forcément ARM, c'est des processeurs ARM. Donc les Qualcomm, donc les Snapdragon sont basés sur des designs d'ARM. Ils sont remodifiés évidemment par Qualcomm, ils ont leur propre ajout par-dessus pour augmenter les performances et tout ça. Mais le design de base vient souvent d'ARM, y compris pour Apple, y compris pour Mediatek et tout. Je vous rappelle même que Samsung a pour but, parce qu'ils avaient du mal à designer leurs processeurs eux-mêmes, de juste utiliser les designs d'ARM sans rien modifier pour leur futur Exynos. Donc c'est juste pour dire à quel point ARM est genre partout dans le milieu et a une position très importante, même si la plupart des gens ne les connaissent pas forcément. Donc c'est un énorme rachat pour Nvidia, vraiment, ça va leur permettre d'accéder à ce marché où ils avaient très peu de présence jusqu'à maintenant, à part les puces Tegra et aussi les puces Tegra qu'on a dans la Nintendo Switch qui sont basées sur les designs d'ARM, je vous rappelle, avec évidemment GPU Nvidia. C'était principalement la seule présence qu'ils avaient. Et c'est énorme, c'est vraiment énorme pour eux. Et on verra un petit peu ce que ça donnera. Alors évidemment, il y a des trucs bien et des trucs moins bien à cause de ce rachat, on va dire. Déjà, les trucs bien, moi que je vois, c'est que les GPU sur mobile ils sont vraiment mauvais, soyons honnêtes. Vous voyez souvent, notre dernier Snapdragon, machin chouette chose, et ils disent on a 30% de performance en plus. Mais le GPU, ils augmentent les performances, mais le GPU n'est jamais hyper puissant dans les processeurs mobiles, surtout les processeurs mobiles moyenne gamme. C'est souvent le GPU qui se fait complètement castrer et n'a plus aucune performance. Et du coup, c'est un petit peu ridicule en 2020 parce que, je ne sais pas si vous avez vu, les GPU sont de plus en plus utilisés partout. Pour encoder des vidéos, pour décoder des vidéos évidemment, pour même faire des calculs, pour même faire des calculs de compression, de décompression, ou autre chose, c'est de plus en plus utilisé. Et pourtant, dans les téléphones mobiles, on se concentre surtout sur le CPU, le CPU, le CPU, et le GPU derrière, il est juste en mode accessoire en quelque sorte. Ce qui est assez étonnant parce que pour process par exemple des photos, quand vous prenez une photo, le GPU devrait être parfait pour ça parce qu'une photo c'est plein de pixels, c'est le travail d'un GPU normalement. Donc c'est très étonnant que il n'y ait pas eu plus de concentration sur justement les GPU. Et ça se demandait si c'est pas à cause d'ARM en quelque sorte parce que c'est ARM qui offre beaucoup de ses designs, surtout des GPU. Et les designs GPU d'ARM ne sont jamais très impressionnants. Donc ça, c'est un gros point positif que moi je vois directement. Les designs des GPU ARM dans le futur devraient être bien, bien meilleurs et devraient être basés sur un design Nvidia. Normalement, ce serait illogique selon moi, en tout cas que Nvidia n'améliore pas cet aspect des designs justement d'ARM. Maintenant, il y a d'autres points positifs. Évidemment, Nvidia a énormément d'ingénieurs, ce qui va forcément aider à designer des meilleurs CPU et tout, et aussi offrir plus de possibilités à ARM de peut-être même carrément fabriquer leurs processeurs eux-mêmes, en plus de juste... Parce qu'ARM, jusqu'à maintenant, ne fait que licencier, ils ne les fabriquent pas par eux-mêmes, donc là, ils pourraient carrément les fabriquer par eux-mêmes et devenir un acteur du marché qui licencie des designs, mais aussi les fabrique,
Donc, un petit peu, c'est un petit peu comme les cartes Nvidia en quelque sorte. Bon, c'est pas totalement similaire, mais vous pouvez acheter une Founder Edition, justement, on en a vu une avant, mais vous pouvez aussi acheter un modèle custom par Nvidia, par MSI, Asus et tout ça. Et le modèle custom, évidemment, est un petit peu customisé pour avoir un peu plus d'overclocking, peut-être mieux refroidi ou autre chose. Mais ça pourrait être le cas comme ça aussi. C'est que Nvidia et ARM pourraient fournir un processeur de base qui est bien et tout, mais les constructeurs après derrière pourraient le personnaliser un petit peu à leur goût pour en tirer un petit peu plus parti, peut-être l'overclocker ou autre chose. Donc on verra certainement ça arriver. Maintenant, point négatif, parce qu'il y en a, soyons honnêtes. Bon, Nvidia n'est pas forcément toujours connu pour être les plus, on va dire, ouverts. C'est d'ailleurs assez étonnant, mais Nvidia aime bien les technologies fermées. Alors, ils font pas que des technologies fermées. Par exemple, le ray tracing, bien souvent, on leur dit oh, c'est fermé ou autre chose. Mais je vous rappelle que c'est une implémentation de DXR aussi, qui est le DirectX Ray Tracing. Rien n'empêche les autres constructeurs de cartes graphiques, comme Intel par exemple, de faire du ray tracing eux-mêmes. Donc, ils utilisent quand même des technologies qui existent et participent au développement de certaines même de ces technologies. Mais ils ont quand même quelques technologies propriétaires. Ça reste Nvidia. Donc là, on pourrait se poser la question, est-ce que ils vont rendre des trucs propriétaires, forcer certaines marques à utiliser de leur design et peut-être payer derrière? Bon, c'est techniquement le cas avec ARM. Hein, c'est ce que fait ARM. Hein. Pour utiliser le design d'ARM, vous devez leur payer un pourcentage de vos revenus sur les CPU que vous vendez basés sur leur design. Mais oui, ils pourraient peut-être renforcer ça. Ou voilà, il pourrait avoir un petit. Je pense qu'il pourrait peut-être avoir des petits trucs comme ça. Après, seul le temps nous le dira là-dessus parce que ils viennent juste de lancer la procédure de rachat. C'est même pas encore fait. Ça va prendre du temps. Ça doit être validé par-ci par-là. Franchement, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, vous ne verrez pas des effets de ce rachat avant au moins 2 petites années. Franchement. Donc, ouais. En attendant, c'est moi le gros point négatif que je peux voir. Mais on ne sait pas en fait si ça va vraiment être 100% le cas. Et sinon, pour le reste, je vois pas trop d'autres points négatifs. Peut-être, non, franchement, je vois pas d'autres points négatifs plus que ça, à part qu'ils pourraient apporter plus de trucs propriétaires et verrouiller un petit peu plus les designs d'ARM. C'est franchement tout, quoi. Pour le reste, pour moi, ils peuvent juste apporter beaucoup d'expertise, en fait, parce que ARM reste assez jeune au niveau, justement, semi-conducteur, même si ça existe depuis pas mal d'années, hein, il reste assez jeune par rapport à Nvidia, en tout cas, donc ça ne peut être que bénéfique sur ce point-là, en tout cas. Ensuite, on a les reviews du Surface Duo qui sont enfin sortis. Donc, je vous rappelle, le Surface Duo, c'est le premier smartphone de Microsoft, vraiment smartphone fait par eux entièrement. Évidemment, il y avait techniquement Nokia à l'époque avec Windows Phone, mais voilà, c'est le premier smartphone Android, en tout cas, de Microsoft, avec évidemment son double écran, hein, pour ceux qui se souviennent, le VLA. Donc, c'est double écran, mais pas un écran pliable autre chose, c'est vraiment 2 écrans et vous avez une charnière en plein milieu. Donc, c'est un peu comme un mini ordi portable, mais au lieu d'avoir un clavier, vous avez juste un second écran. Et du coup, les reviews sont sorties et c'est intéressant. C'est clairement un téléphone orienté multitâche. Et je dirais même, et je suis assez d'accord pour la plupart des reviews que j'ai vues, là, c'est celle de MKBHD, mais il y en a d'autres. Je suis assez d'accord sur le fait de dire que mais parfois, avoir 2 écrans séparés, c'est mieux que d'avoir un grand écran. Parce que, par exemple, dans Windows, quand vous avez de multiples écrans, c'est plus facile de gérer les fenêtres. Alors que quand vous avez un énorme grand écran, il faut une application pour gérer les fenêtres correctement. Ou sinon, l'outil de gestion des fenêtres de Windows de base est genre basique. Donc c'est la même chose sur Android. Avoir 2 écrans permet de vraiment simplifier la gestion des applications et d'avoir vraiment une application sur un écran, une application sur l'autre écran, et c'est simple et efficace. Maintenant, c'était l'un des seuls avantages qu'il avait. La construction est bien faite, honnêtement, c'est un smartphone très impressionnant. Il est très fin. Enfin, il est très fin, mais quand vous pliez, évidemment, ça donne l'épaisseur d'un smartphone normal, ce qui est assez impressionnant, hein, parce que prenez votre smartphone actuel et vous regardez l'épaisseur qu'il fait, et vous dites que, oui, une moitié de ce Surface Duo fait la moitié de votre téléphone, donc c'est très impressionnant quand même, quoi qu'il arrive. La charnière aussi, apparemment, est très impressionnante en point de vue design. Ils avaient évidemment pas mal d'expérience là-dessus avec notamment tous les autres appareils Surface, notamment la Surface Book qui elle aussi avait une charnière vraiment over-engineering.
Mais là, oui, c'est encore le cas. Ils ont passé beaucoup de temps à designer ça et c'est cool à voir. Maintenant, le négatif, ça utilise un vieux Snapdragon 855, vieux. Bon, c'est pas le dernier, donc c'est un petit peu dommage. Il coûte plus de 1000 euros. Donc voilà, il est très difficile à réparer apparemment. iFixit l'a démonté, vous allez casser tout en essayant de le démonter. Ils ont donné un score de 2 sur 10 de réparabilité, donc c'est vraiment mauvais. La batterie est toute petite, 3000 et des milliampères. Donc quand vous utilisez un seul écran, ça va. Mais quand vous utilisez deux écrans, ouais, ça va beaucoup plus vite. Et ouais, et puis la caméra est franchement apparemment nulle à chier. Donc il y a une seule caméra qui est même pas. Alors c'est pas une caméra, une bonne caméra qu'ils ont mis, puis vous pouvez l'utiliser quand même pour faire des appels ou autre chose. Non, c'est une pas très bonne caméra qu'ils ont mis. Parce que c'est une caméra selfie, donc c'est la caméra avant que vous auriez sur n'importe quel smartphone, sauf que c'est votre seule caméra. Donc si vous voulez prendre des photos ou autre chose, ben, c'est comme si vous preniez des photos avec votre caméra selfie de votre téléphone. Et je pense que la plupart des gens peuvent le reconnaître, la caméra selfie des téléphones n'est pas toujours la meilleure. Des fois elle est bonne, comparée à d'autres, autre chose, mais c'est pas la meilleure. Comparée aux caméras à l'arrière, c'est juste, voilà, il n'y a pas de comparaison selon moi. Donc ouais, c'est clairement pas un smartphone pour ceux qui veulent prendre des photos. Mais alors, pas du tout, du tout. Et puis, évidemment, il faut savoir utiliser ce format-là parce que ben, c'est particulier. Tout le monde n'a pas besoin d'un double écran comme ça. Donc, il faudra voir ce que ça donne. Personnellement, j'avais déjà dit, mais moi, je trouve très intéressant les téléphones pliables. J'aime beaucoup les téléphones qui sont assez grands, qui offrent beaucoup de surface. Mais un téléphone pareil, même pour moi, je suis en mode... Non, je vois pas d'utilisation même pour moi, en fait. Moi, je veux l'écran pliable pour profiter d'un énorme écran dans ma poche. Ici, c'est plus pour quelqu'un qui est en mode je veux deux écrans qui m'offrent plus de multitâches. Il y avait des fonctions plutôt pas mal bien foutues, justement. Le fait que vous pouvez rajouter des raccourcis sur votre écran d'accueil avec, vous voyez, deux applications. Et en fait, quand vous appuyez dessus, ça ouvre les deux applications, une sur chaque écran. Donc ça, c'est très pratique. Vous pouvez lancer vos mails et votre calendrier. Comme ça, vous pouvez checker votre calendrier tout en répondant aux mails. Ou vous pouvez lancer un navigateur plus un document Word. Comme ça, vous pouvez faire des recherches sur le web puis continuer d'écrire votre document Word. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais ouais, soyons honnêtes, c'est plus un proof of concept ce téléphone. Il est bien fini et tout, mais c'est la première génération. Et comme d'habitude, on le dit souvent, mais les premières générations d'à peu près tout sont toujours en mode ouais, c'est sympa, mais j'attendrai la deuxième génération, voire la troisième, voire la quatrième génération. Donc, j'espère que Microsoft va continuer de faire des smartphones. J'espère même qu'ils vont faire un smartphone plus classique. Même si vous pourriez dire, oh, mais c'est plus ennuyant, smartphone classique. Comme ça, au moins, ils ont un truc particulier. Je pense qu'ils pourraient faire un bon smartphone classique quand même. Ils ont l'expertise, je veux dire, quand vous voyez les surfaces et tout ça, la qualité de construction est incroyable. Ils peuvent designer, selon moi, un très bon smartphone. Faut juste qu'ils le fassent, quoi. Donc, j'aimerais quand même qu'ils le fassent, juste pour montrer qu'ils peuvent le faire, rien que ça. Et voilà, on verra bien. Ensuite, il y avait un autre smartphone qui a été annoncé, qui est sorti. C'est le Pocophone, un nouveau Pocophone. Donc, c'est le X3 NFC qu'ils l'appellent. Donc, c'est évidemment la marque un petit peu... Je sais pas comment la définir. Pour moi, c'est un peu la marque OnePlus de Xiaomi. Donc, c'est des téléphones avec des très bonnes specs pour un prix vraiment abordable, plus que même que d'habitude ce que fournit Xiaomi, ce qui, selon moi, est très étonnant. Donc là, on a un téléphone. Tenez-vous bien au niveau des specs. Alors, il n'est pas parfait, j'en parlerai, mais il a un écran de 6,67 pouces, 6 Go de RAM, une batterie de 5160 mAh. C'est un écran 120 Hz d'ailleurs, 1080p LCD toutefois. Donc c'est pas le meilleur ou autre chose, mais c'est déjà pas mal. Gorilla Glass évidemment à l'avant. Au niveau du CPU, vous avez un Snapdragon 732G. Il peut paraître moins performant de ce que vous avez dans d'autres téléphones, mais tenez compte que déjà c'est un tout nouveau Snapdragon, donc il est plus performant que les anciennes générations. Donc en termes de performance, apparemment il est au-dessus d'un 760. Donc c'est un bon processeur milieu de gamme. Pas le meilleur, mais un bon processeur milieu de gamme. Donc aucun problème là-dessus.
64 Go de stockage, 6 Go de RAM, ou 128 Go de stockage et 6 Go de RAM. Capteur photo 64 mégapixels, 13 mégapixels ultra wide, et puis un capteur macro et un capteur de profondeur, donc vous pouvez juste les oublier parce que ce sera de la merde. Et puis caméra frontale 20 mégapixels. Donc comme vous pouvez voir, les specs sont plutôt bien foutus. D'ailleurs, bon, vous avez malheureusement l'écran qui est percé pour la caméra, donc un petit peu dommage. Ça aurait bien d'avoir la petite caméra motorisée. Mais au final, quand vous regardez le prix, vous dites « Ah ouais, vendu 249 euros ». C'est un très bon prix. Alors, il est vendu en réalité, ils ont annoncé un prix de 199 euros, je crois. Mais c'était un prix de précommande. Donc, le vrai prix, c'est vraiment 249 euros. Et à 249 euros, c'est des specs incroyables, franchement. Pour quelqu'un qui veut genre un smartphone qui paraît rapide, surtout avec cet écran 120 Hz, que vous pouvez toujours mettre à 60 Hz si vous voulez économiser de la batterie, mais après avec 5000 mAh et un processeur milieu de gamme, ça va tenir très longtemps au niveau batterie, aucun problème. L'écran est grand aussi, donc c'est parfait pour du multimédia et tout ça. Et ouais, c'est franchement, il est impressionnant. Alors, il a quelques points négatifs qu'on sait déjà, hein. Notamment, c'est un peu chelou, mais Xiaomi a mis des pubs dedans. Donc c'est un petit peu comme, pour ceux qui savent, les tablettes Amazon. Vous pouvez prendre une version pub et une version sans pub. Et la version pub, évidemment, coûte moins cher. Donc là, pour réduire le prix de ce smartphone, Xiaomi a mis des pubs dedans. Alors, personnellement, je ne sais pas si ça permet vraiment de gagner beaucoup d'argent et de réduire le prix, mais bon. Il y a des pubs dedans. Alors, les pubs sont pas tout le temps. Genre, vous n'êtes pas sur votre écran et puis d'un coup, il y a une pub qui apparaît quand vous utilisez votre smartphone. Non. Elles sont à des endroits très spécifiques. Notamment quand vous installez une application, quand vous la désinstallez, si je me souviens bien. Et c'était principalement ça. Donc, ça ne va pas... Quand vous serez dans un jeu, il n'y a pas une pub qui va apparaître qui vient du téléphone au lieu du jeu, hein. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais ouais, il y a quand même quelques pubs dedans. Donc, comme je le dis, c'est un peu bizarre. Je vois pas trop l'intérêt. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui prennent la ROM de ce téléphone, retirent les pubs et puis remettent la ROM pratiquement identique sur le web. Mais bon, bref. Les Pocophone sont très connus pour être des téléphones très appréciés des bricoleurs de téléphones, justement, qui installent leur propre ROM et tout ça, leur propre version d'Android, pour ceux qui ne savent pas. Et ouais, ça ne m'étonnerait pas que celui-là ait très vite une ROM custom qui est très stock par rapport à ce que donne Xiaomi, mais juste sans les pubs, quoi. Il y aura aussi la possibilité, certainement, pour ceux qui se demandent, vous pourriez certainement utiliser, si vous êtes connecté chez vous, vous pourriez rajouter dans la blacklist de votre routeur les adresses utilisées pour les pubs Xiaomi. Ça, ce serait certainement quelque chose qui pourrait être fait. Vous pouvez déjà le faire avec beaucoup de sites web en réalité. Juste rajouter, ah bah tiens, le serveur de pub de Google, c'est à telle adresse. Les pubs de Google viennent souvent d'une adresse particulière qui les reconnaît. Donc vous pourriez bloquer les pubs comme ça. Mais bon, bref, dans tous les cas, smartphone assez intéressant. Si j'arrive à mettre la main dessus, comme j'ai dit, j'essaie de traiter maintenant des smartphones plus abordables. Et ça, c'est clairement un smartphone abordable. Et je serais très intéressé de pouvoir le tester. Si j'arrive à mettre la main dessus, évidemment. Maintenant, on a une petite news au niveau de Huawei, toujours au niveau smartphone. Ça ne s'arrange pas pour eux, on va être honnête. Donc, premier truc qui était arrivé, si vous vous souvenez, il s'était fait interdire d'utiliser des logiciels américains, notamment Google Play et le Google Play Store, tous les services à côté. Donc ça, c'était le premier gros truc qui est arrivé à Huawei. Ensuite, ils ont eu l'interdiction même d'utiliser des technologies pour graver des processeurs, donc notamment TSMC utilise des technologies américaines. Ça veut dire que Huawei ne pourra bientôt plus graver des processeurs chez TSMC, donc ils devront utiliser d'autres foundries, donc notamment certainement Global Foundries ou peut-être Samsung éventuellement. Donc ça, c'était un autre truc pas génial, parce que TSMC a quand même un très bon processus de gravure, et ils ont aussi le 5 nanomètres qui devra arriver l'année prochaine, donc c'est une grosse perte pour Huawei. Et maintenant, ça va encore plus loin. Des constructeurs de mémoire et d'écran ne pourront bientôt plus apparemment même fournir des pièces à Huawei. En tout cas, s'ils veulent que le téléphone soit vendu, même soit interdit totalement. C'est-à-dire que si, je suis Samsung, j'ai des technologies américaines dans mes écrans, si je fournis des écrans à Huawei, je vais me faire punir à la place de Huawei aux États-Unis. Donc, en gros, ils vont se faire bloquer par toutes les entreprises qui utilisent des technologies américaines. Et ça, c'est encore pire,
Enfin, c'est juste la. En réalité, franchement, c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que après le ban du Google Play Store et ainsi que des processeurs, là, c'est juste encore un truc en plus. Donc la mémoire et l'écran, c'est deux aspects évidemment très importants d'un téléphone mobile. Donc ouais, ça va devenir compliqué pour eux. Alors, il y a toujours des solutions. Il y a des entreprises qui font des écrans qui n'ont pas de technologie américaine. Il y en a aussi de mémoire qui utilisent pas de technologie américaine aussi. Donc, ils auront une solution, mais c'est clairement pas parfait. Et une autre news qui avait aussi un rapport avec ça, j'en profite pour la partager pendant que mon œil me gratte, c'est le fait qu'ils vont aussi bientôt sortir des smartphones avec leur nouvel OS, donc Harmony OS, si je me souviens bien qui s'appelle, oui, qui est, je vous rappelle, un fork d'Android. Donc, il peut toujours faire tourner des applications Android, nativement même. C'est juste que il y a tous des services Huawei directement intégrés, tout ça. Donc, le but ici, c'est d'avoir leur propre OS qu'ils peuvent même distribuer à d'autres constructeurs de smartphones ou mettre sur n'importe quel appareil. Donc, il y avait tout un speech là-dessus qu'ils peuvent mettre sur votre TV, votre même ordinateur, votre tablette, votre voiture ou autre chose. Et ouais, c'est un petit peu comme Apple où vous avez un écosystème tout intégré, quoi. Bon, après, ici, évidemment, ça reste Huawei. Donc, je ne sais pas si vous voulez avoir une voiture avec un OS Huawei. Je ne voudrais pas non plus d'une voiture avec un OS Google, hein, soyons honnêtes, mais yep. On verra ce que ça donnera, quoi qu'il arrive. Mais une chose est sûre, yep, c'est plutôt mauvais. On a une petite news rapide sur Android 11 qui arrive bientôt en version finale. Donc, normalement, les OEM, donc tous les constructeurs de smartphones, ont une version qui peuvent maintenant vraiment travailler dessus et sortir quand ils ont fini. Donc, on devrait voir certainement OnePlus dans les premiers. Ils sont bien souvent les premiers. Mais évidemment, Google aussi avec le Pixel 5 qui devrait bientôt arriver. Et aussi, les autres constructeurs suivront derrière. Donc, ce sera intéressant de voir quel constructeur s'est amélioré. C'est un petit peu chaque année, selon moi, c'est le truc intéressant de voir. Ok, quel constructeur s'est amélioré là-dessus et plus rapide sur les updates. Je suis très curieux de voir notamment ce que va faire Asus, parce qu'Asus a sorti des bons smartphones cette année-ci, même si les prix étaient plus hauts que d'habitude, avec le Zenfone 7 et le ROG Phone pour information, le ROG Phone 3. Donc je suis intéressé de voir justement la vitesse d'update de Asus. Je suis aussi intéressé de voir la vitesse d'update de Samsung, qui a promis d'update maintenant leur téléphone 3 ans, je vous rappelle, et aussi des autres constructeurs derrière, parce que c'est souvent le truc délaissé par beaucoup de constructeurs de smartphones, les updates du smartphone, améliorer le software du smartphone et faire en sorte de supporter dans le temps. Et ce sera intéressant de voir qui suit cette tradition. Et encore une fois, je suis étonné de voir qu'il y a très peu d'entreprises qui suivent ce que fait OnePlus avec leur software, où ils travaillent vraiment là-dessus pour fournir des updates et fournir un téléphone tellement optimisé que, ils pourraient littéralement utiliser un processeur moins puissant et avec l'optimisation rattraper de la performance rien qu'avec ça. Donc je suis vraiment étonné qu'il n'y ait pas plus de constructeurs qui prennent cet exemple en fait et font un meilleur smartphone d'un point de vue logiciel avant de commencer à mettre 300 000 caméras dessus. Même si OnePlus commence aussi à mettre 300 000 caméras sur leur téléphone alors que ça sert à rien. Mais bon, bref, on verra bien. Il y avait d'ailleurs une petite news très rapide. Bon, je ne le mets pas dans la table de matière, mais il y a des trucs qui commencent à indiquer l'arrivée du OnePlus 7 8T. Mais je suis en mode oui, je pense c'est juste logique. Il va arriver forcément avec Snapdragon 865 Plus et tout le tralala. Mais bon, juste voilà. Ensuite, on continue avec une news de controverse de Western Digital. Donc oui, si vous vous rappelez, il y avait eu une controverse au niveau de Western Digital où ils avaient utilisé des disques durs avec une certaine technologie, c'était la technologie SMR, au lieu d'une technologie plus classique pour des disques durs de serveurs, ce qui causait des énormes problèmes de performance, surtout pour les utilisateurs justement dans des serveurs. Pour Monsieur Tout-le-Monde, c'était pas un problème, mais ouais, pour tous les gens qui ont peut-être acheté ça pour leur NAS ou autre chose, ça pouvait poser un problème. C'était vraiment, vraiment pas très bon de leur part de faire ça, et c'était même assez anti-consommateur parce que ils l'ont fait un petit peu en mode sneaky sans trop montrer ce qu'ils faisaient, et là ils ont fait la même chose. Oui, alors en réalité c'est un peu dans l'autre sens. En gros, Western Digital vend des disques durs alors
c'est le terme un petit peu qu'ils ont utilisé, justement, c'est du marketing. Donc, c'est pas des disques durs 5400 tours par minute, hein, parce que vous savez, les disques durs tournent à une certaine vitesse. Il y a des disques qui tournent dans le disque dur. Et plus ils tournent vite, plus vous pouvez lire les données vite. Mais plus ils tournent vite, plus il fait de bruit, plus ils consomment. Donc, vous avez des disques durs à 5400 tours par minute, bien souvent utilisés dans les ordi portables. Vous avez ceux à 7200 tours par minute, plus pour les ordinateurs fixes. Et puis, vous avez même des 10 000 tours par minute et 15 000 tours par minute, mais ça, ils sont plus trop utilisés. Du coup, les deux gros qui sont utilisés, c'est 5400 et 7200. Et du coup, Western Digital vendait, je sors mes aircodes là, des disques durs de classe 5400 tours par minute. De classe 5400 tours par minute. Parce qu'en fait, ils tournent à 7200 tours. Mais ils disent qu'ils tournent à 5400 tours. Donc c'est vraiment bizarre. Alors vous pouvez vous dire, oh mais c'est plus de performance, c'est cool. Non, parce que ça chauffe plus, ça fait plus de bruit. Et c'est comme si vous achetez... C'est comme si quelqu'un achetait une petite voiture de citadine, parce que il a envie d'une petite voiture citadine pour se garer facilement et tout ça, et puis qu'il recevait une énorme berline. Alors oui, c'est cool, il a quelque chose de plus grand, mais c'est pas ce qu'il voulait. Et du coup, ça pose problème aussi derrière. Surtout que là, contrairement à la comparaison que j'ai fait, un disque dur 7200 tours par minute ne coûte pas vraiment beaucoup plus cher. C'est pas une upgrade. C'est juste, vous n'avez pas ce que vous avez demandé. Et du coup... Ouais, c'est juste bizarre qu'ils fassent ça, en fait. Donc oui, ces disques durs-là sont difficilement reconnaissables parce que ils sont toujours indiqués à 5400 tours par minute, mais vous pouvez voir notamment que la consommation augmente quand même. Et en fait, le truc que vous devez regarder, c'est le class. C'est ça que je dis, c'est que c'est très marketing. C'est comme s'ils avaient créé une sous-marque 5400 tours par minute, mais qui ne voulait pas dire vraiment le nombre de tours par minute que ça tourne. Donc là, par exemple, si vous avez un vrai disque dur de Seagate à 5400 tours par minute, donc vous voyez qu'il a une consommation en opération à 5,3 watts, donc ça va encore. Et vous pouvez voir qu'un Western Digital Red en 5400 tours par minute, lui, qui est très similaire, hein, même taille, hein, c'est 8 Tera les deux, donc c'est deux disques durs concurrents, il a une consommation en pleine charge de 8,5 watts. Donc, qui montre clairement que il y a un problème. Il y a un problème ici, c'est pas ce à quoi on devrait s'attendre. Donc, ouais. En gros, Western Digital a encore fait une bourde. Et du coup, bon, soyons honnêtes, tout ce que ça va changer, c'est que d'ici 3 ans, il y aura une décision de justice où Western Digital devra payer 10 € à chaque personne qui a acheté un de leurs disques durs. Comme ça, voilà, hein. Mais bon, encore une fois, ils sont pris la main dans le sac à faire quelque chose de vraiment pas très respectueux des consommateurs. Et du coup, moi je peux vous le dire que pour mon prochain NAS, qui est toujours prévu, faut que je trouve des disques durs ou j'en achète, ce sera pas des disques durs Western Digital parce que je trouve ça... Non, je ne donne pas personnellement, je ne préfère pas donner mon argent à une entreprise qui, littéralement, pas arnaque, mais trompe les gens sur ce qu'ils vendent, quoi. Ensuite, on a une news assez importante en réalité sur Zen 3 et les Radeon RX 6000. On a une date en fait. Donc, normalement, alors c'est pas la date de sortie, je tiens à le préciser, c'est pas genre, à cette date-là, vous pouvez les acheter. Non, le 8 octobre, AMD devrait faire une présentation pour Zen 3. C'est-à-dire qu'ils vont présenter certainement l'architecture, les modèles même, les premiers modèles, et puis certainement dire, vous pouvez les acheter d'ici le 7 novembre ou peut-être le 1er novembre. On ne sait pas trop. Donc ça, ce sera le 8 octobre, comme j'ai dit, et les Radeon RX 6000, normalement, seront annoncés le 28 octobre. Donc là, encore une fois, c'est une annonce, ça ne veut pas dire que vous pourrez les acheter directement. Mais du coup, c'est plutôt cool, parce que Zen 3, c'est-à-dire des nouveaux processeurs, pour ceux qui veulent changer de PC, qui ont attendu exprès, vous allez pouvoir prendre un processeur Zen 3, une RX 6000 ou une RTX 3000, hein, si vous voulez. Et comme ça, vous avez un PC vraiment genre next-gen en quelque sorte, parce que tout vient de sortir. Donc vous êtes sûr au moins que d'ici 6 mois, il n'y a pas quelque chose de bien meilleur qui va sortir. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça donnera aussi plus de possibilités d'acheter des processeurs d'ancienne génération à prix réduit, parce que ça arrive à chaque année, surtout avec AMD. C'est que par exemple, le 2700X, il était vendu 300 €. Maintenant, le 2700X, il coûte 200 €. Donc, imaginez un 3700X pour 200 €, ce serait plutôt bon. Ou même un 3600, le Ryzen 5 3600 pour 130 € par exemple, 140 €, ce serait génial, franchement.
Donc ouais, rien que pour ça, même pour ceux qui veulent pas acheter la dernière génération, c'est plutôt cool. Ça va mettre évidemment plus de pression au niveau de Intel, surtout que la 10e gène n'est pas la plus impressionnante, soyons honnêtes. On a aussi, du coup, ça va aussi certainement permettre à AMD de diminuer la différence dans les jeux vidéo entre Intel et AMD, peut-être même dépasser, c'est fort probable s'ils ont fait des bonnes améliorations et tout. C'est toujours une puce, c'est toujours des processeurs gravés en 7 nanomètres pour ceux qui se demandent, mais c'est une version normalement améliorée du 7 nanomètres de TSMC et c'est une nouvelle architecture d'ailleurs, c'est Zen 3, donc c'est pas comme avec les Ryzen 2000 où c'était Zen Plus, c'était Zen mais un peu amélioré, même si l'amélioration était intéressante, c'est juste une petite amélioration. Ici, on parle vraiment d'une nouvelle architecture sur Zen, donc certainement des corrections de l'architecture pour gagner des performances dans les jeux vidéo. Parce que actuellement, AMD a la couronne des performances brutes, donc leur plus gros focus, le truc le plus intéressant à faire pour eux, c'est d'augmenter les performances dans les jeux vidéo. Et c'est certainement ce qu'ils ont fait. Peut-être aussi augmenter un petit peu les fréquences. On va peut-être voir des processeurs qui tournent à 4,2, 4,3 GHz. Il va certainement avoir, dans les semaines à venir, vous allez certainement voir des informations comme quoi il va avoir un Ryzen 4900X qui tourne à 4,6 GHz ou je ne sais quoi. Prenez avec des pincettes parce qu'à mon avis, oui, on aura des meilleurs processeurs. On aura certainement des processeurs qui, comme je le dis, tourneront à 4,2, 4,3, ce serait cool. Ça ne serait pas si étonnant qu'ils arrivent un petit peu à en tirer un peu plus parti de leur nouvelle architecture. Mais ne vous attendez pas à des trucs radicalement différents. Surtout une augmentation de 500 MHz d'un coup sans aucune raison. Mais bon, j'espère en tout cas que AMD pourra améliorer et rattraper justement Intel là-dessus et enfin prendre la couronne des jeux vidéo. Parce que jusqu'à maintenant, AMD n'a toujours pas pris, même avec quand Zen 3 est sorti et tout, ils étaient juste un petit peu derrière, vous voyez. Donc là, j'aimerais vraiment que pour le même nombre de cœurs et tout, AMD soit en mode, hey, c'est moi le chef maintenant, quoi. Parce que ça va pousser Intel à fond. Parce que c'est le dernier truc qu'Intel a encore et qu'ils utilisent d'un point de vue marketing partout. Donc s'ils perdent ça, ouais, ça va faire une sacrée concurrence. Donc ouais, très impatient. Aussi très impatient pour les RX 6000, évidemment. Bon, évidemment, on a encore très peu d'informations dessus. J'espère qu'AMD va nous sortir des cartes intéressantes pour vraiment les gamers, pas des énormes cartes qui coûtent très cher et que très peu de gens achètent, parce que selon moi, c'est pas ce qu'ils doivent viser. La plupart des gens achètent des cartes graphiques à moins de 500 euros, je dirais même moins de 300 euros bien souvent. Les cartes les plus vendues à chaque fois, je vous rappelle, la carte la plus vendue de Nvidia ces dernières années, c'était la GTX 1060 qui a été vendue énormément. Et du coup, il leur faut une GTX 1060, même si aussi il leur faut une RTX 2070 en quelque sorte, qui est très performante et tout. Surtout que Nvidia arrive avec la RTX 3000, donc il va falloir que ça bouge un petit peu derrière. Mais bon, une chose est sûre, si vous êtes gamer sur PC, c'est un très bon moment de l'année pour upgrade. Enfin, il faut attendre que tout sorte, évidemment, mais ça va être un très bon moment pour upgrade. J'arrive plus à parler. Bref, dans tous les cas, ça c'est tout pour cette news. Ensuite, on a une autre news, toujours qui devrait réjouir selon moi les gamers. Série X et série S, on a plus de specs et surtout les prix, enfin. Donc, je vous rappelle que la série X, on l'avait déjà vu, c'est le Big Daddy de la next gen de Xbox. Donc, capable de jouer en 4K, les plus grosses specs et tout. Mais on avait aussi cette série S qui devait arriver, qui elle est beaucoup plus petite, ça se voit, hein, sacrément plus petite même, moins performante, mais suffisamment performante pour beaucoup de gens. Pas de lecteur CD, donc elle est full digital et un prix plus contenu. Donc elle a annoncé la série X à 499$, ça devrait être à peu près au niveau... J'ai pas regardé le prix en euros, je vais être très honnête, mais ça devrait être similaire. Et la série S sera à 299$. Donc voilà les différences de prix ici. Et du coup, au niveau des specs, qu'est-ce que vous sacrifiez en prenant la série S? Alors, certaines specs, au final, ne diminuent pas tant que ça. Notamment, le CPU est encore très similaire. La série X a un CPU, je vous rappelle, équivalent à un 3700X d'AMD. Donc, c'est AMD même qui fait la puce, hein, il faut le rappeler. Donc, c'est un Weaker Zen 2 à 3,8 GHz. Donc, c'est très similaire à un 3700X, même avec une meilleure fréquence. Et vous avez la série S qui, elle, tournera à 3,6 de base et 3,4 avec le SMT. Donc, c'est quand vous avez de l'hyper-trading d'AMD, quoi. Donc là, c'est en dessous
surtout avec le SMT de la fréquence d'un 3700X, mais ça reste très bon. Franchement, ça ne va pas faire une énorme différence ici. Donc ça, c'est plutôt cool à voir. Par contre, ce qui souffle le plus, et je suis très étonné qu'ils aient autant fait de sacrifices là-dessus, je dirais même que ils auraient dû mettre un seeker dans la série S euh, et garder un GPU meilleur, mais ouais, ils ont sacrifié le GPU à mort. En gros, le GPU est passé de 52 CU à 1800 MHz, plus ou moins 1825, à 20 CU à 1560 MHz et c'est une sacrée diminution. C'est plus que la moitié, pour information. Et les CU, c'est les compute units, si je me souviens bien, de AMD, donc c'est... Comment je pourrais donner une comparaison? Donc imaginez, c'est juste une comparaison pour que vous puissiez mieux comprendre. Imaginez que la série X avait 5200 coups d'accord, mais c'est comme si la série S en avait seulement 2000. Donc vous voyez, ça fait une énorme diminution. Et je suis très étonné de voir une diminution pareille même. Mais bon. Et vous avez aussi une diminution de la RAM qui est partagée entre le CPU et le GPU, je vous rappelle. Donc vous avez 16 Go sur la série X et là vous aurez que 10 Go sur la série S. Mais ici, encore une fois, vous voyez, c'est une diminution conséquente, mais pas non plus, c'est pas divisé par deux, quoi. Donc ouais. Et normalement, la série X est designée pour tourner en 4K à 60 FPS et la série S 1440p à 60 FPS. Et elles pourront aller jusqu'à 120 FPS toutes les deux, certainement en baissant la résolution ou sur les jeux moins lourds, évidemment. Ça semble logique. D'ailleurs, ils sont où les développeurs qui, voilà, des années, hein, quand la Xbox série, enfin la Xbox One était sortie et la PS4 était sortie, qui étaient en mode non, mais le 60 FPS ça sert à rien parce que l'œil humain ne voit que à 30 FPS. Et puis maintenant, littéralement, l'argument de vente principal de ces deux consoles, c'est qu'elles peuvent faire du 60 ou du 120 FPS. Genre, je suis en mode tiens, bizarrement, votre marketing n'est plus d'actualité maintenant. On croirait que vous avez changé d'avis ou autre chose. Donc, ouais. Réellement, l'œil humain peut voir plus que 24 FPS. L'œil humain, déjà, n'est pas un ordinateur. Il n'est pas synchronisé en permanence à 24 FPS. Votre œil humain est designé pour remarquer des mouvements. Donc, quand vous regardez quelque chose qui ne bouge pas, votre œil est un petit peu au repos. Mais dès que vous passez juste un truc très très vite devant votre œil, il va capter le mouvement. Et ça, on a déjà fait des tests. Les pilotes de chasse, notamment, peuvent voir jusqu'à des milliers, des centaines en tout cas de FPS, enfin, genre 600 FPS sans trop de problèmes. Et même vous pourriez voir juste un truc passer devant, vous pourriez le voir sans problème aussi. Mais bon, je peux vous dire que par contre, vous verrez quand même la différence entre 60. Vous verrez très clairement la différence entre 30 FPS et 60 FPS. Et vous verrez aussi la différence entre 60 et 120 FPS. Clairement. Au-dessus, ça commence à devenir un peu du luxe. On voit moins la différence. Mais yep, il y a clairement une différence. Maintenant, il y a un dernier truc que je voulais parler. J'ai vu ce commentaire. Encore une fois, le marketing. Hein. Il y a des gens qui croient au marketing ou autre chose, mais il y a des gens qui interprètent les specs comme ils le veulent. C'est indéniable de dire que, d'ailleurs, elle n'a pas le lecteur CD, la Series S. C'est indéniable de dire que la meilleure console ici, si vous voulez jouer sur Xbox, ce sera la Series X. Elle est plus puissante. Point. C'est une meilleure expérience. Mais il y a des gens qui sont en mode, ouais, mais en fait, elles sont aussi puissantes l'une que l'autre parce que la série S, elle est aussi performante en 1440p que la série X en 4K. Vous voyez le niveau de comparaison, je suis en mode... Alors non, c'est pas comme ça qu'on compare les performances. C'est pas comme si, hey, moi, ma Toyota, elle est aussi performante sur route de campagne que ta Ferrari sur un circuit, hein. Parce que moi, ma Toyota, sur route de campagne, je peux rouler à 80, et toi, sur ton circuit de rallye, tu peux rouler à 80 aussi, hein. Donc c'est similaire au niveau performance, hein. Non, c'est pas comme ça qu'on compare les performances. Je pense que vous devez bien vous en douter. Donc cette comparaison était un peu chelou. J'ai vu des gens l'utiliser sur le web pour justifier que la Series S était moins puissante, mais non, juste, il n'y a pas besoin de le cacher, et c'est pas un problème. Elle coûte beaucoup moins cher, donc c'est normal qu'elle soit moins performante aussi. Et c'est pas un problème qu'elle soit moins performante, parce que il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire du 4K. Il y a des gens qui ont toujours une TV 1080p et qui sont en mode j'en ai rien à faire du 4K. Donne-moi du bon 1080p 60 fps, ça me suffit amplement. Et cette série S sera parfaite pour eux. Elle coûte pas cher. Bon, le manque de lecteur CD pourrait embêter plusieurs personnes parce que enlever le lecteur CD vous enlève la possibilité de revendre vos jeux et ce genre de choses. Donc c'est pas parfait.
Il y avait un dernier truc que je trouve que les gens avaient assez bien raison. Donc, vous voyez que le design est assez différent. La série X aspire l'air sur le côté en bas et l'expulse par le haut. La série S, elle, a directement une grille sur le côté avec un ventilateur qu'on peut voir et un radiateur même avec des heat pipes. C'est assez impressionnant. On dirait un petit radiateur low profile qu'on a dans des petits ordinateurs ITX. Mais du coup, il y a des gens qui disaient c'est dommage que Xbox ou Microsoft n'ait pas mis un X sur la grille. Ça aurait été parfait. Un petit peu comme une manette de Xbox, quand vous avez le rond avec le X, même la Xbox One en fait, vous avez le rond avec le X, c'est le logo de Xbox quoi. On le voit d'ailleurs au-dessus de la console. Donc c'est pourquoi ils l'ont pas fait sur la grille, ça aurait été tellement bien quoi. Il y a des gens qui ont montré des rendus 3D de ce que ça donnerait avec un X et genre c'était nickel franchement. Juste dommage qu'ils aient manqué cette occasion, mais bon, pas grave non plus. Juste une occasion perdue selon moi. Il y a certainement certaines personnes qui vont s'amuser à le faire par eux-mêmes. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est les deux Xbox maintenant. Ben, on attend la réponse de Sony. Déjà, est-ce que Sony va faire deux consoles? Est-ce que Sony... Quel est le prix de la console de Sony? On verra bien. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié, comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour un prochain Texama Show et je vous dis ciao ciao.